Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui pour commenter l'actualité avec Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour à tous. Rémi Branco, vice-président du département du Lot. Je rappelle votre livre Loin des villes, loin du cœur, qui est paru aux éditions de l'Aube. Marie-Ève Malouine, journaliste politique. Bonjour, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. On reçoit régulièrement Arnaud Benedetti, qui en est le rédacteur en chef, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour Valérie. Petit éloge de la lenteur, petit traité de la lenteur. Petit traité de la lenteur. Nous avons su dans la même collection Pascal Bataille. Exactement, pour Petit traité, traité, qui vient de sortir, un petit silence. traité du silence. Absolument. Qui est très bien. Aux éditions Guitret Daniel. François Bayrou qui entame des consultations sur la proportionnelle. Marine Le Pen est reçue en ce moment même à Matignon. La santé mentale des adolescents avec Gabriel Attal qui publie une tribune ce matin dans le Figaro avec Marcel Ruffo. Il veut un état d'urgence contre les écrans. Gérald Darmanin qui veut rétablir les frais d'incarcération et puis déserts médicaux. Beaucoup de sujets avec vous. Mathias, on va commencer avec vous. C'est c'est un petit coup de cœur culturel. Ouais. Alors culturel et politique à la fois, parce que je vais parler d'une exposition sur les banlieues qui a lieu au palais de la Porte Dorée, dit palais de l'immigration. Ouais. Donc c'est déjà quelque chose de signifiant, mais alors qui s'appelle Banlieue chérie. Le titre, je trouve que c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux pour le coup, parce que l'expo est très belle. C'est une expo donc qui s'attache à retracer à la fois l'histoire et montrer ce qu'est le territoire, ce que sont les territoires de banlieue, parce qu'il y a des banlieues très différentes. Et je trouve que cette exposition qui est bien faite, qui rassemble des œuvres, des vidéos, des plans d'architecture, qui est assez varié, a le mérite de mettre en valeur un territoire. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les quartiers populaires. Ouais. Et moi, ça me fait toujours rire parce que j'entends souvent des politiques en appeler au peuple. Et quand on parle des banlieues, en général, notamment les politiques, c'est souvent pour en parler d'une façon négative. Et la plupart des gens qui parlent des banlieues sont des gens qui n'y vivent pas. Alors, il se trouve que moi je viens de banlieue, je vis en banlieue, j'aime vivre en banlieue, et quand je parle de banlieue, je parle pas de Neuilly ou de Levallois, qui sont aussi d'ailleurs des villes de banlieue. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais non, justement, je vis dans le 93. On a fait de ces territoires souvent des territoires qu'on a caricaturés. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a un certain nombre de problèmes, notamment peut-être de mixité sociale, mais justement, moi qui vis notamment dans le 93, je trouve que les endroits où il y a de la mixité sociale, de la mixité ethnique et une forme de solidarité sont beaucoup plus grands que ceux où il y a des problèmes. Et voilà, je trouve. Mais il y a vraiment de la mixité sociale dans le 93 ? En tout cas, oui, il y a certaines villes où il y a de la... Vous savez, le 93, oui. je prends un certain nombre de villes. Alors, ça dépend des villes où il y a une grande disparité, mais c'est en train de il y a une sorte de gentrification, et il y a de plus en plus de mixité sociale, parce qu'il y a pas mal de gens qui quittent Paris. Oui. Le foncier et l'immobilier est quand même beaucoup moins cher qu'à Paris, et effectivement, on voit que c'est un territoire qui se transforme en permanence, et qui, en tout cas, encore une fois, c'est pour ça que le titre, je le trouve banlieue chérie. Je trouve que malheureusement le titre écrase l'exposition, mais c'est pas les no-go zones qu'on a bien voulu nous décrire bien souvent, et j'aimerais que les journalistes ou les politiques, alors il y a des politiques qui vont en banlieue, mais la plupart du temps, ils parlent un peu hâtivement de ces territoires sans forcément bien les connaître. Oui, et moi je vous encourage à aller voir l'exposition Douaneau qui est également, alors je crois qu'il y a 300 ou 400 photos, et il y a aussi cette banlieue, cette banlieue qui était dans les années 50, Nanterre, absolument, des ouvriers, et là cette banlieue-là, elle a quand même disparu. Effectivement, la banlieue est un territoire en mutation permanente. C'est vrai que la banlieue de Douaneau, notamment la banlieue ouvrière, mais quand on regarde les photos de Douaneau, il y a pas mal de photos aussi de quasi-bidonvilles ou de zones. Et de ce point de vue-là, la banlieue, c'est quand même
améliorer. Alors encore une fois, il faut pas faire d'angélisme de la banlieue, dire la banlieue c'est formidable, la banlieue c'est un paradis, c'est pas vrai. Mais voilà, je trouve que l'éclairage de ce territoire qui est justement un territoire culturel, qui est un territoire politique, qui est un territoire social, avec une identité qui est multiple. Je trouve que c'est intéressant de sortir des clichés, en fait, que ces clichés soient angéliques ou qu'ils soient diaboliques. Oui, là vous faites un peu angélique quand même. Non, vraiment, non, j'ai pas d'angélisme de la banlieue, mais moi je suis très, comment dire, je vois les gens qui vivent là-bas et qui souvent me parlent en me disant, merci de défendre ces territoires au-delà de ce qu'ils peuvent être caricaturés, parce que les gens qui vivent, notamment dans le 93, ont parfois un peu ras-le-bol qu'on parle d'eux comme des sous-français, quoi. Ouais. Et voilà, franchement, c'est sur le pavé, c'est très présent. C'est donc au Palais de la Porte Dorée, très beau musée, banlieue chérie, et puis l'expo Douaneau, elle est au musée Mayol. Voilà, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité avec vous, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Rémi Branco, vice-président du département du Lot. Votre livre s'intitule Loin des villes, loin du cœur, il est paru aux éditions de l'Aube. Marie-Ève Malouine, journaliste politique et éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. François Bayrou, donc, qui entame des consultations sur la proportionnelle avec Marine Le Pen qui en ce moment même est entendue à Matignon. Santé mentale des ados avec cette tribune dans le Figaro. Gabriel Attal qui propose un état d'urgence contre les écrans, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Comment faire ? Bref, beaucoup de sujets dans l'actualité avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je pense qu'on va aussi évoquer des sujets qui sont dans l'actualité avec vous, Samuel. Oui, moi j'ai un double coup de cœur. D'abord pour la décision qui a été faite de réduire le budget de l'AFD, pour l'aide publique au développement, puisque à l'automne dernier, Sarah Knafo notamment, d'autres acteurs, mais surtout Sarah Knafo, notre député européen Reconquête, avait alerté sur les nombreuses gabegies. Je vous en cite juste quelques-unes. Donc c'est de l'aide publique au développement, c'est de l'argent des Français qui est distribué un peu dans le monde entier, avec une efficacité qui pose question. Par exemple, vous aviez 40 millions d'euros de prêts pour la restauration écologique d'un district en Chine. Vous avez également 151 millions pour institutionnaliser et mettre à l'échelle la budgétisation sensible au genre en Jordanie. Et enfin, 51 millions pour renforcer l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. Bref, derrière tout ça, c'était de l'argent des Français. Et souvent, ce qu'on ne dit pas dans ces dépenses-là, c'est quelle est l'efficacité réelle, puisqu'il y a évidemment une question de l'influence française dans le monde. On en a beaucoup discuté ici même pendant la période des JO. Mais là, clairement, il a été, à mon avis, compris et décidé que ça ne servait à rien et qu'à un moment, il fallait... Moi, je préfère que cet argent soit dans la poche des Français, sur leur compte en banque. Et le deuxième coup de cœur, c'est pour le début des discussions sur les ZFE, sur la loi de simplification à l'Assemblée nationale. Alors on a un gouvernement qui essaie d'avoir une position de repli en maintenant les ZFE à Paris et à Lyon pour en faire des citadelles interdites aux gueux, comme dirait Alexandre Jardin, aux Français qui ont peu de moyens, aux Français modestes. J'espère que ça va tomber totalement, qu'il n'y aura plus de ZFE en France et qu'elles seront annulées, puisque c'est un scandale anti-français des classes moyennes, anti-français pauvres, à qui on a dit pendant des années d'acheter des voitures au diesel. Maintenant, on leur dit vos voitures au diesel ne valent plus rien, vous n'avez plus le droit d'entrer dans les villes. C'est scandaleux, honnêtement, quand on voit je termine là-dessus. Agnès Pannier-Runacher qui s'était exprimée là-dessus, qui expliquait que les Français les plus pauvres n'avaient pas de voiture. Elle voyait qu'elle était totalement déconnectée de la réalité. On en parlait également la dernière fois que je suis venu sur ce plateau, puisque évidemment il y a tous les Français qui habitent dans nos campagnes, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et à qui on dit vous ne pourrez plus aller voir forcément le médecin, vous pourrez plus je parle même pas des artisans qui ont besoin d'aller dans les villes. Et en fait, c'était totalement incompris des technocrates qui ont choisi ces ZFE. Donc moi je suis bien content qu'il y ait une discussion qui soit lancée et j'espère que ce sera totalement abrogé lors du vote. Alors juste une précision sur l'AFD, 85% du budget de l'AFD provient d'emprunts, c'est pas l'État. L'État abondait à 15%, je crois. Il y avait beaucoup de prêts, il y avait beaucoup de dons également, avec pas d'efficacité derrière. J'ai un point d'accord et un point de désaccord. Ça vous étonne, j'ai un point d'accord sur les ZFE. Quand vous avez votre Twingo au diesel, que vous devez aller voir votre dermato au hasard à Toulouse et
que vous vivez à Puy-l'Évêque, ben vous êtes obligé. Vous avez de la chance déjà si vous avez un rendez-vous, pardon. C'est-à-dire un an après, vous l'avez, vous avez attendu un an et on vous met la ZFE et vous payez plus cher. Moi j'ai écouté la maire de Paris, alors elle est de mon parti politique, mais des fois on n'est pas, je trouve, sur la même planète, qui dit mais bien sûr qu'il faut faire des ZFE et bien sûr qu'il faut faire aussi des métros et des tramways. Mais moi je connais pas de métro qui va m'amener depuis mon village jusqu'à Toulouse. Ça n'existe pas, ni de tramway. Alors si on me le promet dans 10 ans, je veux bien que dans 10 ans on fasse une ZFE puisque j'aurai l'alternative Puy-l'Évêque-Toulouse en métro avec la voiture. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui je suis d'accord, on va pas avoir la double peine de devoir faire 1h30 de bagnole pour aller chez un médecin spécialiste et en plus payer le droit d'entrée ou être limité à la sortie. Par contre, là où j'ai un point de désaccord, je suis d'accord Valérie, c'est sur l'AFD. Quand on fait un prêt, y compris vis-à-vis de la Chine, on gagne de l'argent. C'est pas de l'argent qu'on dépense, on en gagne. Parce que figurez-vous qu'il y a des intérêts. Donc derrière, c'est pas de l'argent mis par la fenêtre, au contraire. C'est de l'argent qui est investi et sur lequel on gagne de l'argent. Donc faut vraiment tout dire quand on parle de l'AFD et pas s'en tenir juste à des grosses sommes comme ça qui ont l'air d'être des gabegies. C'est presque l'inverse, j'ai envie de vous dire. Oui, mais alors pour le coup, moi c'est pareil, j'ai un point d'accord avec Reconquête, ce qui est assez rare pour le coup. Quand on voit les motivations du prêt, on se demande quand même, ça paraît un peu curieux, quoi. C'est-à-dire que les motivations qu'a cité Samuel, on se demande pourquoi c'est du ressort de l'AFD, quoi. Ouais. Je vois pas bien. C'était quoi l'aide aux gens en Albanie En Albanie, oui, en Jordanie également. Enfin. Si c'est ça l'influence de la France dans le monde. Marie-Ève, vous connaissez un peu l'action de l'AFD dans le détail, non. Simplement, je pense que sur un sujet comme ça, on peut il y a toujours des exemples et il faut pas en faire la règle. Il y a toujours des exemples de trucs incohérents, bizarres, qu'on ne comprend pas. Et l'AFD, c'est pas uniquement le rayonnement de la France. Le rayonnement de la France, c'est pas pour uniquement que la France rayonne. C'est aussi que pour ces pays se développent. Et ça permet aussi que les gens qui vivent dans ces pays aient envie d'y rester. C'est à double détente. Et sur les ZFE, c'est pareil. C'est pas parce que ça a été très mal expliqué. Alors moi, on en avait déjà parlé, j'ai largement critiqué la méthode de l'interdiction sans mesure alternative, sans étude d'impact auparavant pour savoir qui sont les gens qui ont besoin de leur voiture, qu'il faut se réjouir qu'on ne le fasse pas, parce que la pollution par les diesels, ça existe. Et donc, c'est pas parce que ça a été malmené qu'il faut se réjouir, applaudir en disant on va pas le faire, ça va être génial. Non, c'est pas génial qu'on ne le fasse pas. Moi, je vais vous Ce qui est dommage, mais si je peux terminer, c'est qu'effectivement, on m'a raconté, j'ai pas pu le vérifier, mais que souvent, dans les parkings qui étaient faits pour les gares, en banlieue, étaient gratuits. Et puis, comme il y avait beaucoup de voitures ventouses qui restaient là des semaines et des semaines, ils sont devenus payants. En même temps que les ZFE, c'est dommage. Parce que les gens qui prenaient leur voiture pour aller à la gare et arriver à Paris en train, là, ils sont obligés de payer en plus pour laisser leur voiture. Donc, il n'y a pas eu de coordination. Non. Tout ça est largement critiquable. Mais arriver à la fin pour dire... c'est génial, il n'y en aura pas. C'est vraiment dommage parce que les maladies qui sont causées par la pollution des voitures, les méthodes alternatives, si on peut prendre des transports en commun bien faits qui vous permettent d'aller à Toulouse sans prendre votre voiture, c'est très bien. Oui. Mais de dire c'est pas le fait, donc on s'assied dessus et on continue à avoir des diesels en voiture, c'est un non-sens. Oui. Sur les ZFE, pour vous répondre, le problème, c'est que vous avez des personnes qui n'ont pas compris, qui ont pris une décision et qui ont dit aux Français qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'alternative, maintenant ça va changer pour vous. Et concrètement, il faut se mettre à la place des gens. Moi, les premières fois que j'en ai parlé sur les plateaux, à la sortie des plateaux directement, il y avait des techniciens qui me disaient moi je suis concerné parce que typiquement j'ai une voiture qui n'a pas le bon critère. Et donc ces personnes-là, elles ont une vie, souvent c'est celles qui ont moins de moyens, et on leur dit mais maintenant vous allez être encore plus pris à la gorge. C'est ça qui est complètement fou. Et même sur le principe, on peut quand même se poser la question. Vous savez que vous avez 80% des Français qui sont contre les ZFE, qui veulent les abandonner. On a une surtransposition française qui est une habitude malheureusement en France. Il y a une directive européenne et nous on a décidé de faire ça comme ça, mais il n'était pas du tout obligatoire de faire ça comme ça. Sur l'AFD, on peut parler de l'influence française dans le monde. Moi je conseille notamment la thèse de Pierre-William Frégonèse qui met justement en cause, qui questionne ce que fait le Quai d'Orsay, ce que font les différents ministères depuis des années, et on voit qu'on n'est pas, ou même les livres de Frédéric Martel qui parlent de ce qu'il faut aux États-Unis, on n'est pas à la page de ce qu'on peut faire pour être influent dans le monde. Quand on voit ce qu'a fait la Corée en quelques années, quand on voit ce que fait le Japon, quand on voit ce que fait d'autres pays, nous on se dit, on a eu les JO qui ont eu une image grâce à ce qui a été organisé sur place, mais on a du mal à promouvoir au maximum. On parle toujours de la francophonie, mais on a l'impression, en tout cas c'est la thèse que défend Pierre-William Frégonèse dans son livre, qu'il y a plein de
petits trucs qui sont faits un peu partout, mais il n'y a pas de stratégie globale. Et dans l'AFD, ce que je vous disais, alors, on peut penser que c'est bien d'aider d'autres peuples à se développer, mais on ne peut pas dire dans une situation où en fait notre argent peut distribuer au monde entier. On a le même diagnostic au départ. La seule différence, c'est que vous vous dites, comme ça c'est mal fait, eh ben on arrête et on fait rien et c'est formidable. Et moi je dis, il faut réorganiser. Et c'est ça le sujet. Et la politique, c'est pas simplement de dire, on en parlera peut-être avec les réseaux sociaux pour les jeunes, c'est pas de dire, c'est pas bien, donc on l'interdit, boum, et on n'explique rien. C'est la méthode. Et la politique, c'est aussi une méthode. C'est aussi expliquer, c'est aussi convaincre et trouver des solutions, et pas pour atteindre l'objectif. Mais quand la méthode n'est pas bonne, il ne faut pas renoncer à l'objectif. C'est juste ça que je veux dire. Un mot. Oui, sur les ZFE, moi je trouve très curieux qu'on prenne cette décision-là, qui paraît être une décision à contre-temps, parce que quand on regarde les pays qui sont les pays voisins, la plupart des pays voisins, et notamment l'Allemagne, abandonnent les ZFE, notamment parce qu'ils ont constaté que c'était pas très productif, que les résultats étaient pas si bons que ça, et que même les résultats pouvaient être contre-productifs, parce que ça produisait des poches de pollution en dehors des ZFE. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je crois vraiment que si on veut faire progresser la cause écologique, et j'en suis un fervent partisan, faut arrêter avec l'écologie punitive, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de taper sur les doigts des gens parce que ils font pas ci, parce qu'ils font pas ça, parce que ils polluent, parce que on n'arrivera jamais à convaincre de la nécessité et de l'intérêt d'une transition écologique tant qu'on sera dans le punitif. Donc, à mon avis, il y a plein d'autres choses à mettre en place que ces zones qui, encore une fois, sont quasiment socialement discriminatoires, quoi. Parce que on continue, Rémi Branco, avec vous, coup de gueule. Oui, coup de gueule face au gouvernement des robots. J'ai l'habitude ici de venir défendre mon département du Lot et nos ruralités en ne demandant pas la lune, en disant juste qu'on souhaite dans nos ruralités que la République passe partout, dans tous les territoires. Mais là, franchement, c'est plus possible. Enfin, là, je pense qu'on va péter un câble. Je vais vous prendre 2 exemples. Il y a quelques mois, j'étais venu ici vous parler des écoles rurales qu'on menaçait de fermer dans nos villages. Parfois des classes, parfois des écoles. Pour nous, c'est épouvantable, hein, pour l'avenir de nos territoires. Décidé sans aucune concertation avec les maires. Enfin, je vous passe sur les détails. Donc déjà, première robotisation de la politique. Deuxième, on fait des manifs, on monte des assauts. On explique qu'on peut faire autrement. Des maires proposent des alternatives à ces fermetures. On ne nous écoute absolument pas. Et c'est une autre fonctionnaire du département qui nous reçoit et qui dit écoutez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Qui nous parle démographie, économie. Nous, on parle d'investissement, accompagnement des territoires. Et on a l'impression que c'est un robot qui nous dit game over, comme dans les jeux vidéo, quoi. Donc il y a un sentiment d'inutilité, de condescendance, de mépris, d'un mur, quoi. Un robot qu'on a face à nous. Il y a 15 jours, j'étais venu vous parler ici des trains de la colère. Vous savez, ces lignes abandonnées, Cahors, Paris, Clermont-Paris. Enfin, c'est déjà de l'humiliation quand on met 1 heure de plus que nos grands-parents pour aller à Paris depuis Cahors. Dans les années 60, on mettait 1 heure de moins. Bon, aujourd'hui, on fait une manif, on affrète 2 trains depuis Clermont, depuis Cahors. Vous avez 400 élus, chefs d'entreprise, associations qui montent à Paris, on manifeste devant la gare d'Austerlitz, on demande un rendez-vous ministre. Vous avez oublié son nom, moi aussi, mais il aurait pu se faire connaître. Il refuse le rendez-vous et il nous met une réunion avec 8 costumes cravate beige qui nous disent circuler, il n'y a rien à voir. Et l'humiliation va jusqu'à l'envoi du communiqué de presse avant la fin de la réunion par le ministre. Non, mais vous vous rendez compte, et quand vous avez du mépris et de l'humiliation à ce niveau, ça devient de la colère. Et si la République ne passe pas dans tous les territoires, c'est la colère qui va y passer. Et vous le verrez dans les urnes dans quelques mois, des gens très sérieux, très propres sur eux qui mettront des bulletins de la colère dans quelques mois si ça continue. Ouais, et donc ça n'a rien donné du tout, rien du tout. Et on nous a promis de faire des réunions dans 15 jours, on réunira les comités, les trucs. C'est insupportable. Et on nous a promis que des rames qu'on nous avait promis pour 2025 arrivera en 2027, promis cette fois-ci, les nouvelles rames. Enfin, franchement, il faut imaginer le niveau, quand on revient, nous, dans le Lot, et que les habitants posent votre question. C'est-à-dire, alors ça a donné quoi? Et que nous on dit, on a été reçus par des hauts fonctionnaires. Mais quand vous êtes le maire de Clermont, le maire de Limoges, des présidents de département, des parlementaires, et que vous dites c'est un collaborateur du ministre qui nous a reçus. Faut imaginer le niveau de mépris. Et l'excuse en plus, franchement, l'excuse, c'est le ministre est en déplacement avec le Premier ministre. François Bayrou ne peut pas se déplacer sans son ministre des Transports parce que je ne sais pas quoi, alors qu'au même moment vous avez 400 élus qui montent. Ou vous donnez un rendez-vous bien sûr. Et vous vous coordonnez en amont. Ils savaient qu'on faisait ce train, j'en avais parlé, je pense 15 jours avant ici. Donc c'est pas compliqué de dire attendez, décalez votre train, on le fait le lendemain, comme ça je pourrais être là. Enfin, faut imaginer quand même ce que ça veut dire quand après, parce que vous avez la presse locale qui vous dit alors ça a donné quoi? Et vous êtes obligé, vous, quand vous êtes élu, de montrer votre impuissance.
Alors évidemment, vous avez beau jeu de râler contre le gouvernement, mais vous-même, vous vous abîmez quand vous faites ça. Bien sûr. Parce que vos électeurs vous disent, à quoi vous servez ? Ouais. Ça ne sert à rien. Mais Sophie de Menton nous a raconté à peu près la même histoire où elle était allée avec Loïc Le Floch-Prigent sur je ne sais plus quelle était, mais c'était une question importante. Elle a été reçue par 3 types en costard. Le ministre ne les a pas reçus, qui ne sont pas responsables. Et effectivement, un sentiment de mépris. Total. Parce que qu'on nous dise, écoutez, désolé, il y a une crise, il y a une industrie de défense qu'il faut monter, on décale les investissements d'1 an, 2 ans, ça nous est déjà arrivé, on a l'habitude quelque part, donc on sera contre, mais au moins on a une réponse et on a un dialogue. Pareil sur les écoles, qu'on nous dise, écoutez, quoi qu'il arrive, on fait des économies, il faut supprimer d'une façon ou d'une autre 4 postes. Mais à la rigueur, qu'on nous dise, vous avez 2 ans pour, entre collectivités sur le territoire, essayer de voir comment vous pouvez nous faire une proposition qui supprime ces 4 postes. On pourrait trouver des solutions intelligentes dans les territoires. Là, ça nous a imposé d'en haut. Il y a un truc inhumain. Mais c'est aussi, ce que nous a dit Yves Damécourt cette semaine à propos des maisons de santé, l'ARS qui ne les entendait pas, ils se sont débrouillés tout seuls, ils ont monté, ils ont trouvé un local, ils ont fait venir des médecins, ils ont trouvé des logements, ils ont fait ça en marge parce qu'ils n'ont pas de réponse et qu'on leur dit il faut attendre. On marque une pause, vous pourrez réagir sur le sujet tout de suite. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons à parler donc de... peut-être réagir, vous vouliez réagir sur ce que je trouvais ça édifiant et en fait ce qui m'étonnait... Ce gouvernement des robots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est parti, on n'a pas de réponse, on a des ministres qui restent 3 mois. Ce qui me paraissait incroyable, c'est que finalement on parle souvent de l'impuissance du politique ou des politiques et là, ce que j'entends, c'est que c'est le politique qui méprise le politique et la question c'était, est-ce que c'est ce gouvernement-là en particulier ou est-ce que c'est structurel ? Est-ce que c'est quelque chose qui transcende justement le gouvernement Bayrou ou est-ce que... Marie-Ève, oui, vous aviez une réponse, oui, on en parle un peu hors antenne. On a des ministres, pour beaucoup, qui n'ont aucune expérience depuis 2017. Oui, mais là, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, il est sénateur, il était sénateur, il n'a jamais été maire, il me semble. Et donc, les entourages aussi sont des entourages qui se constituent pour ce gouvernement qui va durer pas très longtemps, parce qu'il faut voir, quand on vient du privé pour rentrer dans un cabinet, pendant 3 ans après, on peut rien faire. Donc on n'a que des hauts fonctionnaires qui vont d'un ministère à l'autre, et toutes les infos ne remontent pas forcément jusqu'au ministre. On a une organisation. Mais là, l'info est là parce qu'il y avait toutes les chaînes d'infos qui étaient là. Moi, j'ai bossé avec un ministre Le Foll, on avait des manifs agricoles dans tous les sens pendant 5 ans, parce que vous avez un coup c'est les viticulteurs, un coup c'est le lait, un coup c'est le porc. Vous les recevez. Si votre ministre de l'Agriculture ne reçoit pas une manifestation d'éleveurs qui viennent au ministère, mais nous, le Premier ministre et le Président de la République, vous jetez dehors. L'agriculture, je vous rassure, il y a quand même un manque de professionnalisme de base. Le Premier ministre demande... des partis politiques en plus. Le Premier ministre demande à son ministre de venir, le ministre ne peut rien faire. Vous imaginez Bayrou qui prétend venir de la province, etc., et qui dit à son ministre des Transports, non, tu vas pas recevoir les 400 élus qui viennent de partout en France, de la diagonale du vide, tu viens avec moi parce que j'ai besoin de toi sur un déplacement. Si François Bayrou était un haut fonctionnaire, bien comme il faut, je comprendrais, c'est un Premier ministre technique, mais lui, il se prévaut de comprendre les territoires, de prendre le pouls, il va tout le temps à Pau. Bon, alors c'est sûr qu'il vient en avion, il prend pas le train, mais quand même, il peut comprendre, et il sauve l'aéroport sur le frais de nos impôts. Bon, bref. Mais il peut quand même comprendre ce que vivent des maires comme lui, de Limoges, de Clermont-Ferrand, de Tulle, de Brive, de Cahors, quoi. Je veux dire, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment on semble avoir un manque de vision en termes d'aménagement du territoire, et que, alors ça a déjà été dénoncé depuis de longues années par Christophe Guilluy, mais on a un système de métropolisation avec des décideurs qui sont tous dans les métropoles, qui ne fréquentent des gens que comme eux, souvent, et qui oublient tout simplement qu'il y a des Français qui vivent autrement, qui vivent, on parlait tout à l'heure des banlieues et des périphéries en général, qui vivent dans la ruralité, dans nos campagnes, et qui n'ont pas les mêmes modes de vie, et qui aussi ont besoin d'avoir des transports. Vous parlez de cette ligne-là, moi je connais aussi la ligne qui va vers Le Havre, par exemple, où le trajet avait été rallongé pendant très longtemps. Et en fait, ça change complètement la vie de ces gens-là, et ils se sentent, à juste titre, méprisés, et en plus, ils n'ont pas de réponse. Vous parlez du manque de réponse. Quand vous vous dites, avant on allait plus vite, maintenant c'est censé aller mieux, et en fait, c'est plus long, mais juste pourquoi qu'on explique aux gens. Et quel est le projet pour la suite ? Est-ce qu'il y aura plus de transports en commun ? Est-ce que s'il y a moins de trains, il y aura finalement des bus ? Est-ce qu'on va remettre de l'argent là-dedans ? Enfin, il y a un manque de clarté sur le plan, sur la projection. Et malheureusement, alors quand vous habitez à Paris, que vous avez le métro, vous n'avez pas de problème. Mais vivre comme ça pendant 100 ans, ça ne risque pas de changer. Mais pour ces territoires-là, c'est compliqué. Qui a été au commissariat au plan et qui aurait dû anticiper ce genre de choses. Le Premier ministre sait qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui. L'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Oui, mais pour impulser...
Et non, mais là, vous savez très bien, la situation du Premier ministre, c'est d'arriver à avoir un budget pour l'année prochaine. Et donc, d'ici là, il ne va pas lancer une grande politique d'aménagement du territoire. Quoi qu'il en dise, matériellement, il n'a pas le temps. Oui. Et c'est vrai que ça a été négligé auparavant. Et on est en train de payer actuellement tout ce qui a été négligé auparavant. Vous voyez le fossé vertigineux. C'est-à-dire qu'on a inauguré des lignes LGV. TGV à Bordeaux, à Strasbourg. Et à chaque fois, vous aviez le président de la République, le Premier ministre, les inaugurations. Et nous, on vient juste demander de rouler aussi vite que dans les années 60. Oui, non, mais et le ministre ne descend même pas. Enfin, c'est la ligne 10, quoi. Non, mais il va de rue du Bac jusqu'à, de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à la gare d'Austerlitz. Ça lui prend un quart d'heure en métro, quoi. Non, mais c'est une honte. Il n'y a même pas besoin de mettre le pimpon. C'est une honte. Parce que c'est source d'angoisse, en plus, quand vous devez prendre ces trains, parce que vous ne savez pas si vous allez arriver à destination. Ils tombent en panne. Il y a des problèmes régulièrement sur toutes ces lignes. Lundi matin, j'ai eu 1 heure de retard. J'ai loupé ma réunion dans le Lot. Parce que 1 heure de retard, pourquoi? Parce qu'au départ d'Austerlitz, il y avait un problème de locomotive. Il a fallu en raccrocher une autre et tout. Enfin, lundi matin, tu sais très bien que tu as un train, il faut une locomotive qui marche. Enfin, c'est pas la météo, c'est pas une vache qui s'est mise au bord de la route, parce que des fois il peut y avoir des intempéries, ça arrive. Mais là, franchement, il y a un moment, on a délaissé, on a désinvesti. C'est pour les gens, c'est une honte. Vous pouvez passer la nuit sans chauffage dans un train, on vous apporte, vous savez, la SNCF assistance, ça vous empoisonne plus que ça vous nourrit. Mais faut imaginer derrière. Et alors maintenant, comme il y a les réseaux sociaux, alors par chance pour la SNCF, on ne capte rarement dans ces trains, donc il n'y a pas les vidéos en direct de ce qui se passe. Mais on en rigole, mais franchement, c'est horreur. On lance un appel à Philippe Tabarot qui vous donne une réponse. Enfin, c'est insensé. Qui viennent dans le Lot, qui descendent la ligne Paul. Qui descendent la ligne. Finalement, ça recoupe complètement le problème des ZFE. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des territoires qui échappent complètement au scope du politique sur les modes de vie, voilà. Et de la même façon que les gens qui vivent en banlieue sont des gueux et que s'ils veulent rentrer dans les centres-villes, ils vont devoir payer. Vous, pareil, vous êtes des provinciaux, donc si vous voulez monter à Paris, démerdez-vous, quoi. Alors, je vous propose qu'on marque une toute petite pause et puis avec vous, Marie-Ève Malouine, on va parler de la loi narcotrafic qui a été définitivement approuvée hier. Qu'est-ce que ça va changer et en quoi est-ce que c'est peut-être un pas de plus pour lutter contre ce narcotrafic? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Et l'actualité, c'est la loi narcotrafic et c'était votre coup de cœur, Marie-Ève Malouine? Oui, je reviens à la méthode puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Et là, je trouve que sur la loi narcotrafic qui est partie au départ d'un rapport au Sénat, de 2 sénateurs, un LR, un PS, on a eu un constat, un état des lieux qui a permis une prise de conscience du fait que les narcotrafics envahissaient la France, avaient une stratégie puisqu'ils s'étendent depuis l'Amérique du Sud où d'autres groupes sont revenus d'Europe de l'Est et on l'a vu en Équateur, ils ont démontré aussi qu'ils étaient capables d'anéantir complètement un pays parce que l'Équateur était un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud et c'est devenu l'un des plus violents. Et donc ils s'organisent, ils arrivent en Europe et ce rapport a permis de le faire. Ça a permis de faire l'état des lieux et la prise de conscience par rapport à des maires de villes moyennes qui disaient moi j'ai des problèmes de drogue et on leur disait vous êtes gentils mais chez vous c'est pas forcément très très grave et on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et la loi a finalement pu être adoptée mis à part LFI qui a des tas d'autres considérations dont on pourra parler, mais qui ont rien à voir avec le sujet. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce que avant le texte qui peut paraître dur à certains sur le papier, on a les explications, on sait pourquoi on le fait. La seule chose, c'est sur les messageries cryptées. Où je n'arrive pas à comprendre parce que pour moi dire on peut pas décrypter les messages c'est comme si on avait dit au moment de l'installation du téléphone on peut pas écouter les gens sur leur ligne téléphonique puisque c'est du domaine du privé. Qu'est-ce qu'elle prévoit la loi, vous qui avez regardé un peu le texte? Ça n'a pas été voté parce mais sinon quels sont les points ça donne importants? Des moyens aux policiers, ça donne des moyens supplémentaires pour investiguer, ça permet de mettre à l'écart aussi les narcotrafiquants quand ils sont pris, d'améliorer la saisie des biens et c'est surtout les techniques des policiers qui vont pouvoir davantage travailler et investiguer et obtenir des résultats. Oui, réaction. Tant mieux, ça va dans le bon sens quand même. On a vu les attaques contre les prisons. Il y a quelques jours. Apparemment, il y a des personnes qui ont été attrapées. On ne sait pas exactement qui est derrière, mais visiblement, ce serait lié au narcotrafic. On est quand même arrivé à un stade extrêmement inquiétant. Moi, quand j'en parlais autour de moi, on me disait « Ah oui, c'est arrivé ». Mais
Vous avez mémoire d'attaques comme ça, coordonnées contre des prisons en France? Non, pour en avoir parlé avec des responsables c'était jamais policiers, arrivé. ils disent que c'est très très grave. C'était jamais arrivé à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est passé un peu comme une lettre à la poste, parce qu'on avait malheureusement l'habitude d'attaques contre des commissariats, contre des violences contre des policiers. Et là, clairement, des attaques coordonnées contre des prisons, des attaques contre les logements des agents pénitentiaires, c'est extrêmement grave. Donc j'espère, je ne sais pas si cette loi en particulier permettra d'agir, en tout cas à la racine, parce qu'on a clairement le narcotrafic qui s'est diffusé en France. Certains n'ont pas exclu que ce soit une réaction, puisque ça partait dans tous les sens, mais il y avait une coordination de l'idée de faire tout en même temps. Ça apparaissait, même si les méthodes étaient très différentes, et ça pouvait passer pour une coordination. Il y a aussi les plateformes qui vont être visées, parce qu'on sait maintenant que la livraison de drogue se fait grâce à des plateformes, et qui ne peuvent pas faire comme si elles ne le savaient pas. Sur votre téléphone portable, vous pouvez commander, avoir un gamin de 13-14 ans qui vient vous livrer à domicile. Donc pour les policiers, c'est pas du tout la même façon d'enquêter. On le voit après, quand on attrape celui qui vient dealer, en fait, il a très peu sur lui, et on peut pas remonter sur la filière, parce que ce sont des gens qui n'hésitent pas à assassiner des mineurs de 15 et torturer des mineurs de 16 ans. Et là, sur les attaques, il y a quand même eu 26 arrestations, dont des gens de la DZ Mafia à Marseille, qui est la bande la plus réputée, qui œuvrait dont les chefs œuvrent depuis la prison. La question que je me pose, moi, en lisant la dépêche AFP, les socialistes ont voté pour, tandis que la majorité des écologistes et des communistes se sont abstenus. Comment est-ce qu'on peut s'abstenir sur un texte comme celui-là? Comment est-ce que un homme, une femme, normalement constituée, peut dire « je ne vais pas signer un texte qui va lutter contre le narcotrafic ». Alors, l'une des explications, c'est le respect des droits de la défense, parce que notamment, on proposait que les policiers, dans les dossiers, ne donnent pas tous les moyens qu'ils utilisent pour remonter les trafics, parce que ça donne des indications aux trafiquants. Donc en France, il y a eu une levée de bouclier, certains de dire il faut respecter les droits de la défense. Et on sait que ça se fait en Italie. Et j'ai vu une avocate du côté des illégaux, enfin de ceux des dealers italiens, qui disaient ça ne nous empêche pas de travailler. Mais on a des principes comme ça, comme sur les messageries, ce n'est pas passé. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre où est le problème quand il s'agit de narcotrafiquants de pouvoir déverrouiller leur messagerie. Enfin, on va vous dire oui, mais si on commence avec les narcotrafiquants, après, mais avec le téléphone, c'est pareil. Quand vous êtes sur écoute dans le cadre d'un trafic, c'est la même chose. Évidemment, je suis favorable à cette loi, y compris parce qu'on voit arriver les narcotrafics dans nos ruralités. Vous aussi, dans la ruralité, de plus en plus. Et que ça fait système. Et à mesure qu'on les fait fuir des grandes villes, on les retrouve en base arrière dans nos ruralités, et ça fait système. Et il y a des gens qui en vivent déjà dans des petites communes rurales. Mais j'ai presque envie de vous dire, par provocation, mais heureusement que les Verts et les communistes sont là pour porter une voix un peu différente, parce qu'elle va passer, cette loi. Mais heureusement qu'en France, on a quand même des partis qui vont tirer la sonnette d'alarme en disant attention, liberté, attention, attention. Ils s'abstiennent. Ils ne vont pas s'opposer à cette loi. C'est de la posture, mais ça fait partie aussi. Il faut que ce débat existe, et y compris pour poser certaines limites s'il y avait des majorités qui allaient trop loin dans l'autre sens. En l'occurrence, j'estime qu'on ne va pas trop loin. Et heureusement qu'on fait passer cette loi. Et quelque part, en s'abstenant, c'est simplement, ils ont aussi une histoire, les écolos. Enfin, je veux dire, c'est un parti libertarien. Enfin, ils vont pas valider. On parle de narcotrafic. On ne parle pas de fumer du cannabis. Moi, je suis pas écolo. On parle de narcotrafic. On parle de gens qui vendent de la drogue à vos enfants, qui trafiquent de l'argent. Après, ils peuvent aussi dire qu'il manque un volet prévention. Et c'est vrai, parce que cette loi, c'est une loi d'urgence pour avoir un volet de répression, de fermeture de certains commerces, de blanchiment, et c'est absolument nécessaire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de la prévention avec les narcotrafiquants? On ne parle pas des consommateurs encore, on ne parle pas de ça. Il faudrait, mais ce que je veux dire, c'est que, moi, ce qui me fait un peu peur dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a pas mal d'années de retard. Ah bah bien et que sûr, ça va très vite. Vous parliez d'Équateur. C'est vrai que dans nos régions aussi ça avance. Regardez à Madrid le très haut fonctionnaire en charge de la répression des narcotrafics qu'on a retrouvé avec je sais plus quelle somme d'argent en liquide chez lui issu des narcotrafics. Il faut imaginer la gangrène et le niveau de corruption. Il y a la face immergée, puis il y a une face émergée à mon avis qu'on ne voit pas encore, qui est terrible. Donc j'ai très peur moi qu'on arrive déjà un peu tard. Mathias. Cette loi, elle a un mérite qui est un mérite rassurant, c'est qu'elle montre que les politiques ont pris conscience qu'il y avait effectivement une cartélisation du trafic de drogue, et qui est une cartélisation donc très organisée, structurée. Ça, on s'en aperçoit parce qu'en fait,
ce trafic, il s'est extrêmement développé dans des villes moyennes et même dans des petites villes. Et c'était ça l'indice de la cartélisation. Et moi, je crois qu'on pourra lutter contre ça uniquement si on s'attaque aux flux financiers, aux flux économiques. Et c'est un peu ce qu'avait dit Gérald Darmanin, c'est que la priorité était de saisir justement les biens, même de façon préventive, de fermer les comptes, d'empêcher l'économie de la drogue. Et tant qu'on s'attaquera pas à cette économie parallèle d'une façon radicale, on pourra faire toutes les places nettes qu'on veut, c'est un peu de la com, parce que ça ne sert à rien. Donc je crois que pour le coup, on a le début d'un élément de réponse. Après, encore faut-il que ce soit appliqué unanimement dans le respect des libertés effectivement fondamentales. Ça me paraît aussi extrêmement important de garantir ça. Mais pour moi, la clé, c'est l'économie et s'attaquer au flux économique. Juste un mot sur Antoine Léaumont, donc député LFI, qui dit dealer, ce n'est pas un métier de rêve, et il déplore les risques professionnels des dealers, le risque de se faire arrêter, le risque de se faire torturer par les trucs. Donc voilà. Donc, il y a même mais là, le drame d'Antoine Léaumont, c'est que en disant ça, il s'attaque en fait aux habitants des quartiers populaires. Parce que si demain on s'en prend pas au narcotrafic, c'est les habitants des quartiers populaires qui sont les premières victimes. Qui prend des balles perdues à Marseille? C'est pas des grands bourgeois, c'est les habitants des quartiers populaires. Qui en Seine-Saint-Denis est victime? Quelles familles sont gangrénées par la drogue et quelles familles voient des enfants partir dans et risquer leur vie tous les jours? Et donc quand Antoine Léaumont, député LFI, défend la profession de dealer, mais c'est une insulte à toutes les familles des quartiers populaires qui sont victimes de ces trafics. Il y a même des dealers qui travaillent le 1er mai, vous vous rendez compte? Ils n'ont pas le droit. La position de LFI en général est tout à fait immorale sur la drogue, puisque effectivement il y a des jeunes qui tombent là-dedans, soit consommateurs à qui ça peut détruire la vie, soit qui y vont pour des aspects économiques, et l'aspect économique était effectivement essentiel, puisque tant que des personnes considéreront qu'elles peuvent gagner beaucoup d'argent rapidement sans être inquiétées, ils font un simple calcul. Souvent on prend les délinquants pour des idiots, ils ne sont pas nécessairement idiots, ils font un calcul en disant je peux gagner énormément en très peu de temps, et quelle sera la réponse pénale en face? Si elle est faible, eh bien, finalement, ils sont gagnants. Si elle arrive trop tard, si les amendes sont insuffisantes, si les biens saisis ne sont pas à saisir ne sont pas saisis, eh bien, ils peuvent se dire, le calcul est simple. Et malheureusement, effectivement, ça permet à ces gens-là de développer tout un réseau en France, non seulement dans les métropoles, mais au-delà des métropoles, dans la ruralité, dans les villes moyennes et les petites villes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et en plus, on doit se poser une question sur la place de l'État là-dedans, parce que si vous avez des personnes qui on voyait les attaques de prison, qui sont capables d'attaquer nos prisons, quelles seront les peines pour ces gens-là? Moi, je pose toujours la question, quelles seront les peines? Est-ce qu'on leur fera une petite tape sur la main, ou est-ce qu'on considérera que ces personnes font d'une certaine manière il y a des peines qui ont été aggravées quand on s'attaque à un représentant de l'État. Mais ce qu'il faut voir là, ça s'attaque par exemple au gel des actifs des narcotrafiquants. On parle des narcotrafiquants, on ne parle pas des dealers. Les narcotrafiquants sont capables, l'an dernier, il y a 2 ans, on avait saisi un sous-marin. Ils sont tout à fait capables, ils viennent d'Amérique du Sud, quand c'est bouché au niveau d'un côté, ils passent de l'autre côté. Et l'enjeu, c'est qu'ils arrivent, ils quittent pas les capitales, ils veulent aller plus loin, étendre leur marché, et ils arrivent dans des ports où ils font d'un chantage aux dockers, c'est où ils collaborent, où ils sont morts. Et donc, il y en a eu quelques-uns au Havre qui ont été retrouvés assassinés. Et on voit bien comment ça se passe aux Pays-Bas, qui est le pays où ça a commencé. Et là, ils veulent faire la même chose en France. Donc, c'est pas la question, c'est pas la question de la peine, c'est d'arriver à remonter les filières, parce que ceux qui dirigent ça, ils sont ni en France, ni aux Pays-Bas, ni en Amérique du Sud. Ils sont dans des paradis fiscaux et ils dirigent ils sont inattilables. Donc, effectivement, il n'y a que par les actifs financiers qu'on peut les joindre. Une coopération aussi. Ça a commencé avec Dubaï parce que beaucoup sont là-bas. Mais c'est quelque chose qui est planétaire. C'est ça l'enjeu. Ça va jusque... c'est sûr. Et donc, c'est ça qu'il faut attaquer au niveau du pays, parce que ça va jusque dans des petits villages. Mais s'attaquer aux dealers, c'est indispensable, mais c'est assez inefficace, parce que pour un dealer qui va être arrêté et mis en prison, il y en aura 10 qui seront derrière. C'est l'organisation. Non, mais c'est pour ça qu'on parle de narcotrafiquants et que c'est au-dessus. On va marquer une pause et nous continuons à débattre avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Parlons de la proportionnelle. François Bayrou qui consulte, les avis divergent. Le Premier ministre donc va recevoir tous les chefs de parti. Ce matin, il recevait Marine Le Pen. C'est le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la proportionnelle, c'est un peu un serpent de mer. Oui, Malouine, c'est l'Arlésienne. Un peu l'Arlésienne, on parle tout le temps, on la voit jamais marronnier. Est-ce que là, il y a une volonté politique Il y a une volonté politique de la part de François Bayrou, puisqu'il a toujours prôné la proportionnelle, comme le Rassemblement national, comme les petits partis qui veulent pouvoir exister sans avoir besoin de créer des alliances. Ce qui a changé, moi j'ai longtemps été défavorable, je suis perplexe maintenant, c'est que l'Assemblée qu'on a, on aurait la même dans le cadre d'une proportionnelle. Mais le problème de la proportionnelle, c'est que c'est un scrutin de liste et on aura à ce moment-là des candidats médiatiques. Moi, je l'ai vu sur certaines listes européennes, par exemple, où je me souviens d'un candidat qui voulait absolument être sur la liste à un poste éligible et qui avait dit au parti dont il voulait l'investiture, sinon je fais un scandale médiatique, et ça a marché. Il y a prescription, mais ça ne va pas arranger la déconnexion, puisqu'on va aller chercher les gens qui sont dans les médias, qui sont populaires, qui sont connus, etc., et non pas ceux qui seront dévoués à leur terrain dont ils sont déjà de plus en plus coupés. L'autre côté, c'est que c'est vrai que la vie politique a changé. On n'est plus dans un droite-gauche qui se reconnaissait dans un scrutin majoritaire, et le scrutin proportionnel permet de représenter différentes familles politiques. Après, est-ce qu'on le fait au niveau du département, de la région, certains même disent du pays, est-ce qu'il y a une prime majoritaire pour avoir une majorité quand même ou pas, à quel niveau on la met, et ça, à chaque fois qu'il y a eu des débats là-dessus, à la fin, ça s'est arrêté parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais là, il y a un intérêt politique d'une majorité de groupes à l'Assemblée. Alors, vous qui faites partie d'un parti qui n'est pas représenté. À titre personnel, moi je suis pour la proportionnelle. C'est un sujet que je connais bien. En fait, c'est un serpent de mer. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup de politiques qui ne connaissent pas le sujet des institutions. Si vous lisez, vous pouvez lire Alain Perfit qui en parle bien, on voit bien que la proportionnelle, c'est pas simplement quelque chose de statique. Il faut voir les modes de scrutin comme quelque chose de dynamique qui ont une incidence sur les systèmes de partis. C'est-à-dire que quand on regarde, je comprends l'argument de dire que l'Assemblée actuellement, issue des législatives anticipées de 2024, serait quasiment équivalente à un système proportionnel. Sauf qu'en fait, c'est faux, puisque les alliances seraient différentes. Et il y a des nouveaux partis qui peuvent émerger. Typiquement, le PS, tout le monde le sait, tout le monde le dit, n'aurait pas été forcé d'être avec Mélenchon. À droite, vous aurez d'autres partis. Et regardez, il y a différents modes de proportionnel. Et souvent, on ne fait pas la proportionnelle parce qu'on dit « Oh, c'est compliqué, on s'en mêle pas ». C'est très simple. Quand est-ce qu'on est le proportionnel ? On est le proportionnel en 1919, en 1924, proportionnel sur la 4ème République, donc 46, 51, il y a un système d'apparentement. Donc tout le mythe de la 5ème République qui dit regardez le problème de la proportionnelle, c'est la 4ème République, c'est faux, puisqu'en fait le système qui a été mis en place, dont on parle souvent sur la 4ème République, c'est le système avec apparentement. Je vous fais simple, mais en gros il y a une proportionnelle plus près de nous sur la 5ème, en 86, c'est pas la peine de revenir. C'était par département, juste pour finir, c'était par département avec un système qui permettait qui empêchait le RPF notamment d'avoir des élus. Et en 86, pour vous donner l'exemple, parler de 86, vous avez le scrutin à la proportionnelle par département, sans système d'apparentement. Le FN à l'époque fait quasiment 10%, donc considéré comme petit parti, mais ça pourrait être à gauche, c'est pareil. Il fait quasiment 10%, il a 35 députés. En 88, donc 2 ans après, il fait quasiment le même score. Il a un seul député. Et en fait, c'est ce qui déplaît aux Français. Les Français sont largement des soutiens à la proportionnelle. On a 78% de soutien pour l'instant. Parce que, justement, ils se rendent compte qu'il y a un problème de représentation. Et je rappelle, pour terminer, le rôle de l'Assemblée, Benjamin Morel en parle très bien, c'est de représenter, de contrôler et légiférer, mais représenter, il compte aussi. Et on a créé des majorités complètement artificielles parce que Michel Debré était obsédé, c'est le rédacteur principal de la Constitution de la 5ème République, par un système bipartisan. Et en fait, on n'est pas dans ce système bipartisan. Et la France, elle n'est pas comme ça. La question, est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord cette fois-ci ? Moi, c'est le doute que j'ai. Je pense qu'ils auront du mal à se mettre d'accord parce que chacun réfléchit en fonction de ses intérêts. Donc le Rassemblement national voudra une prime majoritaire que les autres ne voudront pas précisément pour ne pas mettre le Rassemblement national au pouvoir. Et que le RN ni le FN n'a jamais
jamais réclamé auparavant, mais qu'elle réclame maintenant. Qui change c'est complètement d'avis. Bon, les avis vont changer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même devant un bloc, enfin 3 blocs complètement étanches, et que de législative en législative, on n'arrivera pas à en sortir si on ne change pas les règles du jeu. Et je pense qu'il y a une frustration des Français, alors je parle pour ma paroisse à gauche, de devoir voter pour un bloc qui est tout sauf uniforme, qui va de LFI au Parti Socialiste et aux amis peut-être de Bernard Cazeneuve. À un moment, ce qui a fait du bien à beaucoup d'électeurs, je ne parle pas des partis, des électeurs de gauche, notamment de ma sensibilité socialiste, c'était aux européennes de pouvoir voter pour la liste de Raphaël Glucksmann et du Parti Socialiste, sans se dire, en faisant ça, je favorise aussi l'arrivée d'Antoine Léaumont à l'Assemblée nationale. Parce que je crois que ça, c'est plus possible aujourd'hui. Il y a une frustration de voter toujours contre. Et parce que le pire, c'est le RN, on va voter pour le Front républicain. Et parce que dans le Front républicain, le pire, c'est Macron, on va voter pour le NFT. Et donc, on va voter avec... Ça, ce genre de calculs sont insupportables maintenant pour beaucoup d'électeurs. Il faut retrouver un vote en fonction de nos convictions, avec des sensibilités différentes. Demain, si l'Assemblée nationale est élue à la proportionnelle, prenez le résultat des européennes, appliqué 15 jours après aux législatives, ça donne pas du tout la même façon de fonctionner, ça donne pas à la fois le même résultat et le même comportement des parlementaires, des députés face au gouvernement. Et il y aurait beaucoup plus d'esprit constructif vis-à-vis d'un gouvernement, même en s'opposant, mais en allant voter loi par loi, que si demain on a le risque de revenir aux urnes avec l'épée de Damoclès de LFI qui dit je mets un candidat contre toi et tu perds. Donc je pense qu'il faut retrouver de la sincérité dans ce débat et la proportionnelle peut y contribuer. Je ne dis pas que c'est la clé de tout, mais dans l'état dans lequel est le pays de blocage, c'est une des clés pour en sortir. Marine Le Pen, il y a une heure, déclarait le scrutin proportionnel est élément de réparation de la confiance des Français envers leurs représentants. Je pense que vous disiez, Mathias Leboeuf. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Rémi. Je pense que réintroduire une dose, alors après c'est une question de dose, c'est proportionnel à quel degré, est-ce que c'est proportionnel intégral ou pas intégral, je crois qu'il y a une des clés, c'est vraiment la question, mais réintroduire au moins un peu de proportionnel, ça effectivement ça va tarir un peu le vote contre. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Ça ne peut qu'augmenter la représentation et on a une crise de représentation et effectivement, moi je considère que la première fonction du Parlement, c'est de représenter les Français, c'est-à-dire et de les représenter quasiment au sens sociologique du terme. Donc ça, c'est voilà. Après, il y a un argument que vous avez évoqué et je crois qui a été mis en avant par Édouard Philippe aussi, il me semble. Le risque, en revanche, c'est d'avoir effectivement des listes qui sont déconnectées du terrain et de favoriser des listes de personnalités qui seront là parce que elles savent qu'elles pourront être élues assez facilement et que les députés ne soient plus corrélés avec une circonscription ancrée dans un territoire. Alors ça me paraît être le grand danger qui est un danger un peu paradoxal de favoriser des listes qui seront des listes hors sol en fait et qui pourront contribuer à aggraver paradoxalement la déconnexion du politique avec le territoire. J'entends l'argument. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qui se fait ailleurs en Europe ? En fait, on est les seuls avec les Anglais à ne pas avoir un système qui est avec la proportionnelle ou mixte. Tous les autres pays européens ont un système avec de la proportionnelle, soit avec, alors en Allemagne il y a une prime, soit avec un peu, enfin il y a une partie de majoritaire, pardon, une partie de proportionnelle. Tous les pays fonctionnent comme ça et ça permet quelque chose d'extrêmement important. J'utilisais le mot dynamique à dessein. Si vous avez une représentation, c'est extrêmement important, une représentation qui ne correspond plus à ce que veulent les gens, eh bien ils peuvent en changer facilement, sans avoir des partis comme on avait en France pendant longtemps, avec notamment à l'époque c'était l'UMP, le PS, qui avait surtout, je rappelle, ce que voulait faire passer l'UMP à bloquer les élections au niveau régional, en augmentant le seuil pour qu'il n'y ait pas une représentation du FN à l'époque. Si vous voulez pouvoir changer facilement d'élus, il faut avoir de la proportionnelle. Et je rappelle quand même que quand aux Pays-Bas, par exemple, on a beaucoup parlé de la révolte des agriculteurs. Pourquoi est-ce qu'on en a parlé ? Parce qu'il y avait une révolte, mais aussi parce que les partis en place avaient la possibilité de perdre des élus. Quand on a eu la crise des Gilets jaunes en France, qui disaient leur mal-être véritablement, ce cri du cœur, et bien malheureusement, pour eux, les personnes en place savaient très bien que le système partisan actuel les empêchait d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Juste pour répondre à ce que vous dites sur la représentativité. Prenez les élections régionales. Il y a une
c'est une élection proportionnelle au niveau de toute la région. Une élection régionale comme en Occitanie avec Carole Delga, vous avez par département des conseillers régionaux. Me dites pas que Carole Delga, elle n'est pas proche du terrain et que ses élus sont pas proches du terrain. Ils sont connus et respectés pour ça. Et quand vous choisissez de faire une liste, vous prenez pas forcément uniquement les plus connus. Vous prenez des élus qui sont en lien avec leur territoire. Parce que si vous prenez pas un élu du Lot, par exemple dans mon département, sur votre liste au régional, si vous prenez pas un élu du Lot qui est bien connu des habitants du Lot, vous savez que vous ferez pas un bon score. Parce que les habitants ils vont se dire attends, s'ils mettent que des gens de Toulouse, je vais pas voter pour cette liste. Donc vous avez intérêt à avoir une représentativité territoriale. Et contrairement aux idées reçues, pourquoi vous mettriez plein d'habitants de Toulouse ou de Montpellier? Les habitants à Toulouse et Montpellier, ils vont pas voter en fonction du gars qui représente Toulouse ou Montpellier. Ils ont pas besoin de ça, entre guillemets. Par contre, vous avez intérêt à mettre quelqu'un en Lozère. Vous avez intérêt à mettre quelqu'un dans le Lot, parce que là, ça va regarder de près qui est candidat. Et pourquoi Carole Delga, aujourd'hui, elle est connue et reconnue dans son territoire? C'est parce qu'elle a ses relais dans son territoire. Et donc, sur une proportionnelle, par exemple, à l'échelle régionale, ça pourrait fonctionner sur ce modèle. Ah oui, même au niveau national, en fait, ce serait pareil. Si vous avez une liste où il n'y a aucun représentant, qui sont tous parisiens, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, eh bien, les gens diront rapidement, en fait, ils sont tous au même endroit. Voilà, je veux juste rappeler que, quand même, on a 2 pays où on a des gros problèmes à gérer en ce moment. Je parle d'insécurité, d'immigration, etc. Les 2 pays d'Europe. Je ne dis pas que c'est la conséquence seule, c'est l'élément, la cause seule qui emmène ça, mais en Angleterre et en France, on a quand même des soucis. On a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, en Angleterre, parce qu'on nous a beaucoup parlé du système anglais. Le système anglais, c'est un système uninominal majoritaire à un tour. Et en fait, ce n'est pas du tout comme la proportionnelle. Il est extrêmement difficile pour un parti d'émerger. Là, on voit Nigel Farage qui essaie d'émerger. Mais en plus, il est extrêmement difficile, quand vous n'êtes pas d'accord avec d'autres personnes dans votre parti, d'émerger si vous n'êtes pas dans la bonne obédience. Typiquement, David Goodhart, qui est le Christophe Guillouis anglais, en parlait. Ils ont essayé d'avoir à gauche, au Royaume-Uni, en Angleterre, de créer une gauche qui était donc anti-libérale mais contre l'immigration, un peu comme ce qui s'est passé au Danemark. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas suffisamment forts, ils ont été mis sur le côté par les travaillistes. Et à droite, ils ont essayé de faire un système qui était un parti qui était à la fois contre l'immigration et contre la sécurité en général, de droite, et en même temps qui était moins libéral. Mais ça n'a jamais pris non plus parce qu'en fait, ils n'avaient pas la force pour s'imposer. Ouais. Je voulais juste noter qu'il y avait un bel opportunisme de l'extrême droite au sujet, en faveur de la proportionnelle, parce qu'il y a un autre élément, c'est que l'adoption de la proportionnelle, notamment sur les législatives, affaiblirait considérablement la logique du Front républicain. Et bien évidemment, l'extrême droite est très favorable à ça. Marine Le Pen qui a déclaré également la proportionnelle intégrale de 86 serait un moindre mal. C'est ce qu'elle a déclaré. La proportionnelle intégrale par département nous apparaît être un moindre mal par rapport à un système majoritaire. Je ne sais pas pourquoi elle dit intégrale d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y a que elle et François Bayrou qui disent... un système majoritaire qui aujourd'hui... ça peut lui être favorable, et je pense qu'on s'orienterait vers ça avec un retour du cumul des mandats, avec la capacité d'être maire ou président d'un exécutif. Et à ce moment-là, une majorité peut-être. Et je vous signale l'excellente tribune à lire dans le Figaro d'Henri Guénaud et Alain Bentolila. Alain Bentolila, ça fait des années qu'il alerte et qu'il dit l'importance de l'école. Alors l'école ne peut pas tout, on met beaucoup de choses sur le dos de l'école, mais ne serait-ce que apprendre à lire, à écrire, ça s'intitule leur tribune. Que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? C'est extrêmement intelligent et juste sur le constat qui est fait de gamins qui ne maîtrisent pas la langue française, et c'est ce que dit Alain Bentolila depuis des années, qui ne maîtrisent pas la langue et qui ne savent pas s'exprimer, qui n'ont plus de pensée. Donc commencerons par apprendre à lire et à écrire. C'est à lire dans le Figaro, et on n'a pas eu le temps de parler des écrans, mais on en reparlera. Ça rejoint aussi cette réflexion. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.